qui est fait pour nous sans nous est en réalité contre nous. Cette citation de l'illustre Nelson Mandela pour exprimer la nécessité d'impliquer tout le monde dans le processus de développement. Une nécessité qui aujourd'hui est davantage d'actualité dans un contexte où l'on prône le développement durable. Et pour l'Organisation néerlandaise de développement SNV, ce développement peut être atteint pour peu que l'on participe et travaille à ce qu'il y a une certaine résilience et un changement systémique. Et ce, dans une approche participative. Présent au Burkina Faso il y a maintenant 50 ans, SNV travaille au quotidien avec des partenaires stratégiques dont certains sont avec nous sur ce plateau pour justement parler de cette résilience mais aussi ce changement systémique. Bienvenue à toutes et à tous. Vous nous suivez sur True TV, la télévision interactive, disponible au numéro 254 du bouquet Canal+, mais aussi sur le multiplex TNT de notre pays, le Burkina Faso. Et justement pour mener le débat ce soir, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Stéphane Tuina, directeur pays adjoint de SNV au Burkina Faso. Bonsoir monsieur. Bonsoir David. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau Madame Sanduidi Né Youkbaré Marie-Chantal. Elle relève de la Direction Générale des Espaces et Aménagements Pastoraux, DGAP, relevant du ministère des Ressources Animales et Halieutiques. C'est bien cela? Merci d'être avec nous sur ce plateau. L'honorable Ousmane Boli est également avec nous. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, par ailleurs président de la Commission Environnement et Développement durable. Vous êtes également ancien maire de Diabo, une zone d'intervention de SNV. Merci d'être avec nous. Monsieur Mac Gansoré également avec nous, administrateur à la Confédération Paysanne du Faso, entendez CPF, partenaire très stratégique de SNV Burkina. Bonsoir Monsieur Gansoré, merci d'être avec nous. Également un public venu nous accompagner pour agrémenter ce débat. Certains d'entre eux prendront la parole activement. Il s'agit notamment de Madame Aminata Barra, responsable secteur eau, hygiène et assainissement. Merci à vous d'être venus avec nous sur ce plateau. Tout de suite, on va commencer par faire de plus amples connaissances. C'est peut-être vrai qu'on entend parler beaucoup de SNV au Burkina Faso. Vous êtes au Burkina, ça fait 50 ans. Quelle définition ou bien comment est-ce qu'on présente SNV aujourd'hui au Burkina? Monsieur Tuina. Alors merci David. Disons que SNV a une longue histoire au Burkina Faso, comme vous l'avez dit, 50 ans. SNV a été fondé aux Pays-Bas en 1965, mais c'était un service de volontaires au départ, et c'est en 1968 que les premiers volontaires sont arrivés au Burkina Faso, et notamment à Toma dans la province du Nayala. Alors, c'est véritablement en 1970 qu'on peut dire que la SNV s'est installée au Burkina avec des actions majeures telles que par exemple la création de la caisse de crédit agricole qui drainait à l'époque beaucoup de personnes dans la région. C'était d'ailleurs la première caisse régionale. Alors, SNV travaille principalement au Burkina dans 3 secteurs. Nous travaillons dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, dans le secteur de l'agriculture, dans le sens incluant les ressources animales, l'environnement et également l'agriculture incluant les productions végétales. Alors, SNV mondialement est dans 26 pays. Au Burkina Faso, nous avons un personnel qui est autour de 88 personnes, un personnel en croissance, et également ce personnel est essentiellement local. D'accord. Alors, nous intervenons principalement avec l'appui de bailleurs de fonds, et dont les principaux sont bien sûr les Pays-Bas, également la Suisse, la Suède, l'ambassade de Danemark, l'UNICEF et l'Union européenne, que nous remercions d'ailleurs tous ces partenaires qui nous appuient. Alors, SNV au Burkina a un portefeuille de programmes d'environ 5 milliards annuellement. Alors, nous intervenons, comme vous l'avez dit, on dit chez nous qu'on ne développe pas une personne, mais c'est la personne elle-même qui se développe. Donc SNV intervient justement comme un facilitateur et ce sont les communautés elles-mêmes qui sont libres de choisir leur manière d'aborder le développement durable. D'accord. Oui. Alors 50 ans, l'actualité faisant, l'année dernière déjà, vous avez commémoré ces 50 ans. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé? On peut revenir un peu sur cette commémoration-là? Oui, effectivement, l'année dernière, on a fêté les 50 ans de SNV au Burkina et ça s'est très bien passé. Nous avons vraiment l'appui de l'ensemble de nos partenaires ici au Burkina et notamment durant ces 50 ans, nous avons eu l'appui indéfectible du gouvernement du Burkina
autant au niveau central qu'au niveau déconcentré. Nous avons aussi eu l'appui, en plus des partenaires techniques et financiers, de toutes les organisations fêtières qui œuvrent dans le domaine, et je pense que certains sont représentés ici sur ce plateau. D'accord, vous l'avez si bien dit, hein, vous prenez le développement participatif et vous-même vous donnez l'exemple parce que vous avez des partenaires stratégiques avec nous sur ce plateau. Peut-être qu'on va commencer par vous, Madame Sandwidi, par commencer à présenter cette direction et comment vous collaborez avec SNV Burkina. Je vous remercie. La DGAP, c'est une direction centrale du ministère des Ressources animales et halieutiques qui est placée sous le contrôle direct du secrétaire général du ministère. Donc, la DGAP est organisée comme si il y a une direction générale et 3 services d'appui. Et il y a 2 services techniques, 2 directions techniques. La direction de l'aménagement des espaces pastoraux et la direction de la sécurisation des espaces pastoraux. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on peut retenir de cette structure-là. Ouais. Et régulièrement, vous travaillez avec SNV Burkina, c'est bien cela? Oui, oui. Et vous êtes satisfait de cette collaboration, j'imagine? Oui, nous sommes très satisfaits parce que nous avons beaucoup d'accompagnement avec la SNV. Et vraiment, ça aide beaucoup nos populations dans leurs activités de tous les jours. On en reparlera sans doute au cours de ces échanges. Alors, honorable, vous êtes député, mais vous êtes plus ici parce que SNV intervenait dans votre zone quand vous étiez maire d'une ville, la ville de Diabo, c'est bien cela. Alors, comment est-ce que cette collaboration se faisait à l'époque? Bon, comme a dit Tuina tout à l'heure, vous savez que depuis 2006, le développement local est dans les mains des collectivités territoriales. Alors, le transfert de compétences s'est fait par l'État au niveau des collectivités territoriales, mais il se trouve que les collectivités territoriales, comme c'est un processus, nous n'avons pas beaucoup de compétences, nous n'avons pas beaucoup de ressources financières pour pouvoir mener à bien des activités. Donc la SNV est un partenaire qui accompagne les collectivités dans le renforcement des compétences surtout et l'appui aussi technique et financier pour nous permettre donc de mener un certain nombre d'activités. En cela, on peut dire que c'est un partenaire qui a permis donc de mener un certain nombre d'activités sur le terrain pour travailler avec les agro-pasteurs. Surtout, comme a dit tout à l'heure aussi madame, nous avons la plupart des collectivités territoriales Burkina, nous avons des espaces dits espaces pastoraux entre guillemets, mais parce que ça a été identifié comme tel, mais un processus pour arriver à les délimiter, à les sécuriser et à les gérer. Et généralement, ce n'est pas le cas. Voilà, donc dans le temps et dans les collectivités, on avait une manière tacite d'identifier ces zones de pâture, ces couloirs d'accès. Moi, c'est la question morale, parce que de père en fils, tout le monde savait que ces espaces étaient réservés au pâturage, etc. Mais avec la pression de la population croissante, avec la pression sur les ressources naturelles, ces espaces attendent à disparaître. Et donc, il faut travailler à les sécuriser, donc délimiter, borner, trouver des comités de gestion, etc. Et c'est en cela que des partenaires stratégiques des collectivités, la SNV en est un, qui nous permet donc d'atteindre nos objectifs. Je m'en voudrais de ne pas situer cette ville-là, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est situé où, Diabo? Diabo est l'une des grosses communes de la province de Gourma. Et donc elle est située au sud-ouest de la capitale de la région de l'Est, qui est Fadane Gourma. Elle fait 656 km² avec 64 villages, et avec une population d'à peu près 50 000 habitants. Mais on connaît aussi, avec le problème de l'insécurité dans la région de l'Est, on connaît aussi quelques déplacés internes qui viennent aggraver encore la situation donc d'utilisation des terres, donc des pressions sur les ressources naturelles. D'accord, voici donc qui est précis et concis. Monsieur Gansoré, au quotidien, vous luttez en faveur de cette tranche de la population, c'est-à-dire les agriculteurs, avec grand A. Et justement, avec SNV Burkina, quelle est cette collaboration qui existe entre vous et ces structures-là?
Merci à TriTV, merci à SNV pour l'opportunité qui nous est encore faite aujourd'hui pour parler un peu du partenariat avec les ONG au niveau national. Disons que le partenariat avec la SNV, ce n'est pas du hasard. Au regard de la configuration de la Confédération paysanne du Faso, qui est une organisation des fêtières du Burkina, 16 fêtières sont membres de cette organisation, où vous aviez des fêtières qui travaillent sur les produits de rente, les produits vivriers, les fruits et légumes, les produits animaux. Alors c'est un ensemble, n'est-ce pas, d'organisations qui se retrouvent en Confédération paysanne du Faso avec environ 2 500 000 individus actifs. Même s'il y a eu des morts, il y a eu aussi des gens qui sont arrivés et qui travaillent nuit et jour effectivement à apporter leur contribution pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, avec la SNV, c'est un partenariat intelligent. Dans la mesure où la SNV, depuis 2006, qui travaillait antérieurement avec les organisations de base, membres de la Confédération paysanne du Faso, ont jugé utile de travailler avec la fêtière des fêtières, qui est la Confédération paysanne du Faso, en mettant en œuvre, en accompagnant la mise en œuvre, n'est-ce pas, de projets et programmes. Le premier programme que nous avons mis en œuvre, où nous avons effectivement travaillé d'arrache-pied durant 5 ans, c'était le programme Voix pour le changement. Son nom dit grand chose. Voix pour le changement parce que c'était accompagner les organisations de producteurs telles que la Confédération paysanne du Faso à produire des évidences sur les préoccupations majeures que nous avions, telles que la semence améliorée, la mécanisation de l'agriculture, le financement de l'agriculture, la commercialisation et l'appui conseil. C'était les grandes questions sur lesquelles effectivement la SNV a accompagné. Ce n'est pas la SNV qui met en œuvre. C'est un accompagnement intelligent. Comme M. Tuna l'a dit, on vous donne tous les arguments nécessaires pour que vous puissiez vous-même mettre en place la façon dont vous voyez ce changement-là. Le renforcement des capacités en termes d'organisation, en termes de production même d'évidence, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un si vous n'avez pas d'éléments quantitatifs et qualitatifs à présenter pour dire voilà ma situation aujourd'hui, voilà où je veux en venir avec des preuves tangibles. Alors, elle nous a accompagnés à produire ces évidences avec IFRI. Et aujourd'hui, je pense que ce plaidoyer d'abord à travers Voix pour le changement a fait un effet. Nous avions aujourd'hui une direction générale de la mécanisation au niveau du ministère de l'Agriculture. Ça, c'est à saluer. Alors, SNV reste convaincu que ce changement ou ce développement durable peut être atteint à travers une certaine résilience et un changement systémique. On va s'accorder d'abord sur la définition de ces concepts avant de pouvoir peut-être faire immersion dans ce thème-là. Madame Barra, qui mieux que vous, qui êtes responsable secteur eau et hygiène, pour nous donner un peu ce qu'on pourrait retrouver en termes de définition dans ce que vous mettez dans résilience et changement systémique. D'accord. Merci bien, M. David. La SNV, pour atteindre sa mission, organise ses interventions sur la base des approches. Et l'une des approches centrales, c'est l'approche systémique. C'est une approche qui va au-delà de la renforcement des capacités, qui va au-delà des résultats directs. C'est une approche multidimensionnelle qui prend en compte l'ensemble du système pour favoriser et influencer l'environnement global. Et les 3 secteurs dont M. Tuna a présenté, que ce soit l'agriculture, l'élevage, que ce soit l'eau, l'hygiène et l'assainissement ou les énergies renouvelables, ces secteurs-là comprennent des systèmes. Et quand on dit un système, c'est un ensemble d'acteurs, un ensemble de relations, un ensemble de mentalités et un ensemble de façons de faire qui concourent pour donner globalement une manière de travailler et une manière d'opérer. Alors, quand on prend le système, il faut donc voir que c'est un ensemble coordonné. Et en agissant ainsi, en agissant sur le système, on prend en compte l'ensemble de ces facteurs pour aboutir à un changement intégré. Donc le changement systémique à la SNV, nous disons que le changement systémique à la SNV, on s'est donné des critères pour dire qu'il y a changement systémique
quand on arrive à améliorer la performance du système. Donc, c'est une intervention qui intervient sur l'ensemble de ces acteurs. J'ai parlé tantôt des acteurs. Et quand on dit acteurs, on voit le gouvernement et ses structures étatiques, on voit les communautés à la base, on voit l'organisation des sociétés civiles, on voit les autres intervenants aussi. Donc, le changement systémique va jouer sur ce système pour globalement améliorer la performance. Et comment nous le faisons globalement, concrètement à la SNV? J'ai dit tantôt, on a des critères. On s'est dit que si on arrive à aboutir à une mobilisation supplémentaire de ressources financières, et l'honorable a parlé tantôt que les municipalités ont des capacités assez faibles. Donc, si à travers une intervention, on arrive à améliorer, à aboutir à des mobilisations financières supplémentaires dans un système, c'est que le système est amélioré. Il y a aussi que si on arrive à contribuer au lancement d'un marché qui se maintient dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire un marché où les personnes à faible revenu arrivent à payer et à vendre et à subvenir à leurs besoins, c'est un changement systémique. Et le troisième aspect, si on arrive à accompagner les gens tels que le gouvernement ou les autres à adopter des approches plus favorables, ça veut dire que c'est un changement systémique parce que c'est la politique globale qui a été améliorée. Et enfin, si on arrive à faire changer les mentalités, à faire changer les normes et les façons de faire et faire installer des nouvelles normes, c'est un changement systémique aussi. Donc, concrètement, comment nous le faisons à la SNV? Nous prenons en compte le système à plusieurs niveaux, depuis la conception des interventions. Quand il faut choisir une intervention donnée et on réfléchit, depuis la conception, il faut analyser le système pour voir quel est le problème, quelles sont les difficultés. Un diagnostic en amont. Pour voir quelles sont les difficultés que le système a. D'accord. Et ensemble, c'est à cette étape qu'on prend des décisions importantes pour voir comment l'intervention va jouer sur ces problèmes et avec qui et quelle structure. Ça, c'est à la conception de l'intervention. Après la conception, et au démarrage aussi, quand on a abouti quand le financement est bouclé, il faut mettre en œuvre. Au démarrage du projet, c'est une étape importante aussi où on prend en compte le système. Parce que c'est à ce moment où on avait posé des hypothèses pendant la conception. C'est à cette étape qu'on confirme ces hypothèses-là. D'accord. Voilà. Je pense que ça devient un peu plus technique pour nous, hein, mais je pense que l'essentiel, c'est compris dans ce qu'on met dans un changement systémique. Justement, on dit très souvent que l'être humain est très hostile au changement. Est-ce que parfois sur le terrain, M. Tuna, c'est toujours évident de parfois changer certaines habitudes? Le changement, effectivement, c'est un processus qui est assez long et qui nécessite justement de la patience pour pouvoir aboutir. Mais comme Ami le disait, il y a des éléments en réalité sur lesquels on se base. Je disais tantôt qu'au niveau de la SNV, on part du principe qu'on ne développe pas quelqu'un, c'est lui-même qui se développe lui-même. Il est libre de choisir sa manière de se développer. Donc ça, c'est un élément important. Donc il faut pouvoir s'assurer effectivement que la personne, c'est son choix, et maintenant accompagner cette personne-là avec les outils et les connaissances. Quand on procède ainsi, on a beaucoup plus de chances donc de réussir un changement, dans un court, moyen et long terme. En ce moment, ça devient possible. Sinon, le changement, généralement, est un processus qui est très long. Il faut de la patience, justement. Honorable, vous qui êtes avec la communauté, comment on arrive à dire à quelqu'un, on a parlé du domaine pastoral, des choses qu'on a reçues des ancêtres, des parents, et aujourd'hui, face à certains faits comme notamment le changement climatique, comment on arrive à mettre ça dans la tête des communautés afin qu'ils adoptent ce changement? Merci. Et je voudrais, en tant que praticien, d'accord, dire que en tant que collectivité territoriale,
nous faisons face à des partenaires qui ont des exigences de délai, parce que les projets, les programmes ont des délais de vie. Pourtant, on dit que le changement met du temps. Et madame a parlé de l'approche systémique. L'approche systémique, à mon sens, nous, on l'analyse dans le cadre des plans communaux de développement. C'est pour voir comment le milieu évolue sur le plan socio-culturel, politique, économique, environnemental. Et c'est très important de connaître la vie sociétale, parce que les gens vivent dans un espace donné. Même à l'intérieur, il y a des pratiques différentes, parce qu'il y a des communautés qui vivent ensemble, mais qui ont des approches différentes face à un problème précis. Ce qui fait que souvent, on est très pressé et on se rend compte que les populations ne suivent pas le rythme. Bon, c'est vrai, les changements climatiques aujourd'hui, on a constaté effectivement que dans la pratique pastorale, agricole et pastorale, il faut changer les méthodes. Il faut changer les méthodes culturelles. Bon, et je pense que la CPF a dit tout à l'heure que les gens ont besoin souvent de voir pour croire. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme le changement prend du temps, il faut que les projets, les programmes puissent se réadapter à notre façon de faire. Est-ce que aussi, je ne vous coupe pas la parole, je veux dire, le plus souvent, dans ces projets, on prône le faire faire. Je veux dire, même après le projet, on travaille de telle sorte que les populations elles-mêmes puissent garder ces comportements-là. Bien sûr, ça c'est des effets attendus des projets et programmes, mais je dis souvent, le changement là, ça prend assez de temps. Moi j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps pour l'ouverture des couloirs d'accès avec une ONG qui est arrivée, qui voulait travailler en 2 ans. Faire tout ça en 2 ans. Mais nous avons commencé le travail, mais il y a eu un blocage quelque part où il a fallu repartir pour comprendre avec les responsables coutumiers, religieux, pour comprendre pourquoi les gens ne voulaient pas qu'on ouvre ce couloir d'accès. Et le couloir, c'est sur une longueur d'une 12aine de kilomètres, c'est une tranche qui posait problème. Vous voyez, et jusqu'à présent, tout le couloir est bloqué parce qu'il y a une partie qui pose problème. Mais vous voyez que les gens nous ont dit, il faut, je pense le ministère m'a fait le déplacement à Diabo, ils nous ont dit d'attendre pour que nous retournons et voir exactement, bon, je n'ai pas déballé le problème ici, mais pour dire que le délai de 2 ans était suffisamment court pour nous permettre, parce que c'était un changement de mentalité. Il y a par exemple des chefs traditionnels qui étaient favorables, mais d'autres pas. Parce que ça devenait un problème entre plusieurs chefferies coutumières. Mais les gens vont comprendre, certainement, mais il faut du temps. Donc, ce que vous dites, effectivement, il ne faut pas réaliser. On a vu des cas aussi, on a réalisé le couloir d'accès. Quand le projet est parti, les gens sont allés enlever les bornes. Ça veut dire qu'aussi, les gens, le changement, mais les gens ont accepté parce que sur le champ, il y avait un projet qui était là. Mais quand le projet est parti, les gens ont changé de comportement. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut pour faire ce travail. Et je reviens pour dire, jusqu'à présent, mon problème au niveau des collectivités territoriales, c'est pas de question de compétences. Nous avons, par exemple, les commissions permanentes. Nous avons une commission affaires générales, sociales et culturelles. Mais Dieu seul sait la composition de cette commission qui a la compétence pour gérer un certain nombre de questions. Nous avons la commission aménagement du territoire et gestion foncière. Dieu seul sait combien de personnes ont la compétence d'assumer les missions. Nous avons la commission environnement et de développement local. Dieu seul sait combien de personnes sont. Donc il faut que véritablement les compétences qu'on a transférées aux collectivités territoriales, qu'on puisse prendre le temps qu'il faut pour former les gens, transférer les compétences pour que ces gens-là soient les portes d'entrée envers leur communauté. D'accord. Et je sais que ça va prendre un peu de temps, mais ça va prendre, la mayonnaise va prendre. Justement, là, ça me donne envie de poser une question à Madame Sanduidi. Généralement, dans ce processus-là, les mesures coercitives ne sont pas utilisées, hein, mais le regard aussi qu'a cette communauté vis-à-vis de l'État, on s'est dit c'est le pouvoir public. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contribution de la part, ou bien déjà sur le terrain c'est fait pour accompagner parfois ce type de projet-là? Bon, à notre niveau, nous avons ce qu'on appelle la loi d'orientation relative au pastoralisme. Donc c'est un document en tout cas qui contient beaucoup de règles et il y a même eu des textes d'application qui ont été élaborés. Et
pour la mise en application de ces règles-là. Malheureusement, le problème qui se pose, c'est ça, c'est la mise en application de ces règles-là. Sinon, il n'y a pas que, c'est pas qu'il n'y a pas les textes pour... Mais là, nous parlons, n'est-ce pas, de ce processus-là qui se veut participatif. Est-ce que parfois aussi l'erreur n'est pas commise en amont de prendre les décisions sans pour autant aussi, peut-être avant d'élaborer la loi, à consulter les communautés aussi? Sinon, bon, on peut dire que ça, c'est un problème récurrent. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué. Voilà. Non, depuis les choses ont changé. Vous voyez, Honorable parlait tout de suite. Les changements là, ne comprenez pas. Quand un changement est voulu de quelqu'un d'autre vers une cible et un changement souhaité par la cible, c'est différent. Différent dans la mesure où aujourd'hui la cible qu'on veut accompagner a un problème qu'elle souhaite solutionner, mais qui n'a pas toutes les donnes possibles pour solutionner son problème. Si l'accompagnement est pour l'amener à trouver la solution d'abord interne, parce qu'il y a d'abord un savoir-faire qu'il faut valoriser et apporter autre savoir pour complémenter ce qui existe déjà. Mais si on vient dicter, non, vous avez tel problème, c'est comme ça que vous devez faire pour le changer, vous ne bougerez jamais. Top down. Donc vous êtes au niveau de la Confédération paysanne du Faso, c'est quand même un grand nombre de personnes. On parle de faire participer ces derniers. Comment on y arrive aussi? Est-ce que parfois là aussi il n'y a pas blocage? Belle question. Et vous voyez aujourd'hui, nous sommes satisfaits du regard même que un certain nombre de partenaires ont vis-à-vis de cette composante-là, les producteurs et les organisations. Les regards ont changé. C'était des regards mitigés, c'était des regards qui étaient peints en noir parce que simplement c'était une composante qui était là juste accrochée pour attendre que ça vienne. Ça a changé. Ça a changé dans la mesure où aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un développement sans la participation de celui-là qui doit mettre en œuvre ce que on veut faire ensemble. Que ce soit dans l'élaboration des politiques, que ce soit dans la mise en œuvre, que ce soit dans le suivi, il y a maintenant cette participation active. La preuve, le partenariat stratégique que nous avons avec la SNV va du fait que toutes les thématiques qui ont été développées ont été identifiées avec les organisations de producteurs et leurs membres pour dire voilà quel est notre souci aujourd'hui et voilà notre capacité d'action, voilà où nos limites et voilà ce que nous demandons de faire en complément. Alors là, ça donne une autre connotation. Et aujourd'hui, comme vous le dites, si vous voulez faire un développement sans que celui-là qui devrait... D'abord, le premier acteur doit être en première ligne et en dernière ligne. Première ligne, pourquoi? Parce que l'identification de la difficulté se fait avec lui. Le raisonnement de la stratégie qu'il faut utiliser doit être fait avec lui. Dans la mise en œuvre, ça devient maintenant facile. Et parce que simplement, les ailes que vous voyez, les ailes c'est quoi? Ça consiste à faire des poquets pour mettre de la fumure localisée, pour apporter de la semence là-dedans, pour améliorer en fait la fertilité de nos sols. La RNA, vous voyez, il y a un certain nombre de savoir-faire local qu'on avait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les ailes, ça ne se fait plus mécaniquement, ça se fait avec la traction animale. Vous avez les ailes mécanisées aujourd'hui. Où les ailes sur 1 hectare qui se faisaient sur 3-4 jours, vous le faites maintenant en 1 journée et demie avec des animaux à l'hectare. Alors voilà, il y avait un problème de fond et il y avait quelque chose que les gens faisaient, mais on a apporté un plus parce que dans la réflexion on a dit voilà ce qui peut être apporté et en ce moment l'appropriation de l'apport externe prend effet. Je voulais juste... D'accord, M. Tina, allez-y. En fait, je voulais juste ajouter que quand l'honorable Ousmane Boly parlait donc des ressources
et des projets souvent qui ont de 2 ans, qui ne suffisent pas. Et le changement nécessite effectivement du temps. Et c'était pour dire qu'actuellement, on constate aussi à ce niveau que ça commence à changer. Parce que nous sommes engagés actuellement dans un partenariat avec les organisations, par exemple dans le programme Pro-Arid, programme de résilience dans le secteur de l'agriculture. Et c'est un projet donc qui est planifié pour 10 ans et il y a une autre phase de 10 ans. Donc c'est une longue planification dans le temps, justement parce qu'on s'est rendu compte que certains changements nécessitent forcément du temps si on veut arriver vraiment à un changement systémique qui puisse donc être durable. Et également sur ce que Mme Sanwidi disait sur la loi d'orientation relative au pastoralisme, ça fait aussi partie de tout ce qui est évidence dans le projet Voix pour le changement qui ont été produites pour un peu influencer donc l'environnement et amener justement à plus de décrets et même aussi à réviser la loi. Donc, en prenant en compte justement les préoccupations des acteurs qui sont venus à la base, pour que quand on va vouloir opérationnaliser, qu'il y ait moins de réticence et qu'on puisse avoir un changement qui soit un peu plus accepté et plus rapide, parce que c'est au bénéfice de tout le monde. Dans votre mode de fonctionnement, je viendrai à vous, Madame Bara. Juste, je reste avec Monsieur Tuna pour comprendre. Là, on est en train de dire que le problème n'est pas suffisamment identifié. Donc, le diagnostic, parfois, c'est ce qui pose problème. Mais est-ce que aussi, il n'y a pas une certaine responsabilité du pouvoir public qui peut-être devrait pouvoir disponibiliser ce diagnostic qui devait être fait? Parce que quand on sait que ça demande aussi des moyens, parfois pour le diagnostic, est-ce que ça ne réduit pas aussi les chances de vie du projet? Disons que le pouvoir public, il fait ce qu'il peut faire avec les moyens qui sont disponibles et également les partenaires qui accompagnent. Ensemble, je pense que c'est d'abord ensemble qu'on peut arriver parce que les ressources sont très limitées dans le pays. D'accord. Et effectivement, il faut mettre les ressources ensemble pour arriver à y parvenir. Maintenant, pour le diagnostic, effectivement, le diagnostic doit toujours être fait avec vraiment les populations à la base. Donc le diagnostic doit partir de la base vers le sommet et non l'inverse. Et je pense que c'est ce que tout le monde actuellement est en train de faire, que ce soit du côté des ONG ou du côté de l'État. Je pense que nous avons tous tiré des leçons et c'est cette approche que nous sommes tous en train de mettre. Maintenant, il faut arriver vraiment à une bonne coordination, à se parler, à partager les expériences et pour pouvoir vraiment aller et pour pouvoir aller à l'échelle. D'accord. Honorable, voudrait ajouter quelque chose? On prend l'intervention de Madame Bara. Non, je voulais réagir un peu par rapport au changement systémique, les changements systémiques. D'accord. Et le lien qu'il y a avec le développement durable. En fait, le changement systémique, comme on l'a dit, ça prend en compte l'ensemble du système. Ça favorise l'ensemble du système. Dans la mise en œuvre, comme monsieur Kamsore l'a dit, les actions sont menées par les acteurs mêmes. Et le rôle de la SNV, c'est juste un rôle de facilitateur, c'est un rôle d'accompagnement. Mais est-ce que c'est que, en essence, ce qu'il voudrait dire, je crois que c'est l'honorable, c'est pas le fait que ce système-là même, encore pour le changer, faut-il le connaître? Oui, c'est pourquoi j'ai dit le changement systémique, ça commence pendant la conception. D'accord. Parce que c'est à la conception qu'on fait ce diagnostic-là, des différents problèmes, et on élabore ensemble sur la base des problèmes identifiés, on élabore les stratégies pour jouer et résoudre le problème qui a été identifié. D'accord. Parce que c'est un diagnostic participatif qui permet de concevoir. Et dans la mise en œuvre maintenant, ce sont les acteurs qui sont mis devant, qui mènent les activités, et à la fin, en fait, c'est des acteurs qui, si le système est favorisé et a changé, les résultats qui ont été enregistrés aboutissent à un impact qui peut durer dans le temps parce que le système est favorisé, les acteurs ont atteint une certaine autonomie et ils peuvent fonctionner en dehors même du projet. D'accord. Et là, quand ça tient en dehors du projet, ça tend vers le développement durable. Et les communautés aussi qui ont évolué dans ce système favorisé, ils ont pu améliorer leur façon de faire, ils sont devenus plus performants, ils ont peut-être des ressources intrinsèques en eux et ils peuvent faire face à tout choc, mieux résister aux chocs
et ils sont dans ce cas plus résilients. D'accord. Voilà. Honorable, est-ce que parfois aussi il n'appartient pas à ces élus locaux d'avoir un travail de fond? Parce que là on a parlé de ce système top-down, c'est-à-dire que ça vient de là-haut. Est-ce que l'élu local lui aussi ne devrait pas faire un travail déjà? Et lorsque le projet arrive, on dit non, nous ce qu'on veut pour nous c'est ça, mais pas ce que vous nous proposez. Non, en fait, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. Je n'ai pas visé un partenaire, mais j'ai dit... Non, ça c'est clair. Voilà, personne... j'ai dit, au Burkina, nous avons tous adopté ce qu'on appelle la lettre de politique de développement rural décentralisé. D'accord. Qui fait obligation à tout partenaire qui va intervenir de responsabiliser les communautés à la base. Ça, c'est un principe du développement local, durable. D'accord. Et cela, on parle de participation, je parle de responsabilisation. Maintenant, avec la communication intégrale, en revenant à votre question, et qu'on appelle ça, le conseil municipal ou bien le conseil régional a comme mission le développement économique et social. D'accord. Donc c'est le conseil municipal qui s'occupe de la planification locale. Maintenant, effectivement, quand on veut faire de la planification locale, on responsabilise les communautés dans l'identification, la planification des besoins. Ça, c'est le plan communal de développement. Mais il faut avouer que jusqu'à présent, il y a beaucoup de partenaires qui naviguent à vue, qui ne suivent pas ce principe de la lettre de politique de développement rural décentralisé. Maintenant, le plan communal de développement est en fait général. Maintenant, quand un partenaire vient pour intervenir dans un domaine spécifique, qui est l'eau et l'assainissement, qui est par exemple le domaine de l'élevage, il faut qu'il ait beaucoup plus, une étude plus approfondie dans le domaine précis. C'est là où souvent le bas blesse. Et je dis qu'il y a des partenaires jusqu'à présent qui naviguent à vue, qui ne font pas un diagnostic approfondi. Ce n'est pas le cas de tous les partenaires. D'accord. Alors, donc, ça pose des problèmes au moment de la mise en œuvre. Parce qu'on dit qu'il faut responsabiliser les acteurs à la base. Il faut responsabiliser. Et c'est ça qui nous fait vraiment défaut et qui crée des problèmes. Et j'ai dit, dans le cadre de renforcement des compétences, j'ai dit, le conseil municipal, les collectivités, les élus ont été entièrement responsables, les maîtres d'ouvrage. Le conseil municipal fonctionne sur la base de ces commissions permanentes. D'accord. Ces commissions permanentes, aujourd'hui, j'avoue que moi, je suis conseiller municipal depuis 2006. Donc, depuis la commission intégrale. Donc, j'ai vu combien j'ai été conseiller régional, j'ai été conseiller municipal. Je sais comment les commissions permanentes fonctionnent. Il manque le renforcement de compétences pour que ces commissions permanentes-là jouent pleinement leur rôle. Par exemple, dans le domaine de l'environnement et du développement durable, on ne peut pas mener une action tant que la commission n'a pas fait ses enquêtes, comme ce qu'on fait un peu plus aux enquêtes parlementaires. Mais je peux dire, ils vont sur le terrain, ils sondent, ils voient est-ce que telle action, voient tous les concours pour accompagner l'action du conseil municipal. Mais actuellement, ça ne se fait pas. Parce qu'il manque de compétences. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu expliquer. Voilà, mais Tuina a un peu dit que... Monsieur Tuina voulait répondre. Je voulais juste ajouter que justement les éléments qui sont ressortis, et ça montre un peu tout l'intérêt justement des changements systémiques. Parce que au niveau du SNV, vous insistez. Dans la planification, par exemple, il faut en fait tenir compte des planifications qui existent au niveau local. Et l'un des éléments, c'est les plans communaux de développement. Et je prends par exemple, actuellement, nous avons un nouveau projet résilience communautaire qui intervient dans un certain nombre de communes à l'ouest et au nord. Et dans ce projet, par exemple, dans le diagnostic initial, on s'est rendu compte que les plans communaux de développement qui étaient dans différentes communes n'étaient pas à jour. Et nous avons planifié dans le projet justement de partir à partir de là. Donc la révision des plans communaux de développement, donc pour s'assurer effectivement que tout ce que nous allons mener comme action par la suite sont inscrites dans une planification au niveau communautaire. Et également nous allons faire des diagnostics approfondis sur certaines thématiques. Ça ne rentre pas dans le plan communal de développement, mais ça vient de là pour les approfondir et pouvoir faire des réalisations. De manière à ce que d'autres partenaires techniques et financiers qui arrivent dans la zone, ils ont le plan communal de développement révisé et eux ils peuvent aussi s'inscrire. Et là, nous sommes en train de faire du changement systémique parce qu'on ne vient pas répéter ce que l'autre a fait et on est en train en fait d'avancer vers des résultats au bénéfice des communautés. D'accord. Monsieur Gansoré, vous qui êtes de la Confédération paysanne du Faso, justement avec le changement climatique, c'est une donne à prendre en compte.
comment on arrive à faire évoluer les mentalités et comment on fait face à cette situation? Quelle est la résilience au niveau, n'est-ce pas, des agriculteurs avec grand A? Merci. Je crois que on n'aurait pas de difficulté à expliquer comment les choses évoluent dans la recherche perpétuelle de renforcer la résilience des producteurs à cela. Constatez de vous-même, avec nous, même si vous n'êtes pas de la profession, il y a 20 ans, quelle était la situation environnementale au Burkina Faso? De 20 ans à 10 ans, vous avez vu la dégradation même de notre environnement. Il y a 10 ans aujourd'hui, vous avez vu encore le pire qui est en train de s'annoncer. C'est quoi le problème? Nous avions, c'est comme je le disais, un savoir-faire local sur lequel il faut apporter juste des compléments. On avait, je prends un exemple des semences à cycle de 110 jours. 110 jours aujourd'hui, et on avait des pluies qui s'étalaient sur 4 mois, 5 mois, à certains endroits. Avec une répartition vraiment très bien homogène sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, allez-y au nord, vous n'avez pas plus de 400 mm d'eau en saison de pluie. Même, des fois même moins. À l'ouest, vous avez environ 1200 mm. Intermédiaire ici, dans le centre, là, vous avez entre 750 et 800 mm. Mais vous pensez que, comment les gens ont raisonné cette affaire? Le ZAI est parti de ces moments-là. Depuis les années 70, que nos parents ont compris que leur activité quotidienne pour fertiliser leur sol, pour apporter des compléments nutritifs là, il fallait l'améliorer pour aujourd'hui faire face d'abord à la dégradation de la richesse de notre sol et à la protection même de notre environnement aujourd'hui. Et c'est quoi? Ce qui a été apporté, c'est là que je vois l'intervention d'un certain nombre de... On a quitté l'approche projet à l'approche programme. Un projet a une durée de vie inférieure à un programme. Un projet qui arrive, c'est minimum 6 mois, maximum 1 an et demi. Mais M. Tina vous dit, quand on a mis, je prends des exemples concrets, le 2006, sur 5 ans, le programme Voix pour le changement, c'était pourquoi? C'était un programme qui était axé sur le plaidoyer, sur un certain nombre de problématiques liées à la production agricole, animale et tout. D'accord. Et après la mise en œuvre de ce programme, un autre programme pro-aride aujourd'hui sur 10 ans, avec une échéance, la première échéance de 5 ans, renouvelable encore 5 ans, pour que le plaidoyer qui a été fait pour qu'on améliore l'accompagnement, le financement, les intrants, on puisse effectivement utiliser ça pour la production proprement dite, accompagner les producteurs dans leur localité à améliorer, à renforcer leur résilience. Renforcer la résilience, c'est quoi? C'est pouvoir amener quelqu'un à pouvoir se sécuriser, quel que soit le choc qu'il va recevoir. C'est pas plus que ça, c'est des gros mots seulement qu'on utilise. C'est simplement amener quelqu'un à pouvoir résister à un certain nombre de chocs qu'il va rencontrer. Alors, c'est pas plus que ça. Mais si tu vas le faire sur 1 an, d'abord, les préalables même qu'il faut mettre en œuvre pour un projet ou un programme, c'est d'abord la communication, l'information, l'échange. Si vous ne mettez pas ça en avant, pour que chacun s'approprie ce que vous allez faire ensemble, il va cela sans dire que vous allez faire quelque chose qui ne va pas aboutir. Ça prend déjà du temps. Mais c'est en amont qu'il faut le préparer. Maintenant, dans la mise en œuvre, tout le monde sait qu'est-ce qu'on doit faire ensemble. Moi, quelle est ma contribution? Quelle est la tâche qui me revient? Quel est mon engagement suscité aujourd'hui? Et c'est en ce moment qu'on va petit à petit. Vous allez voir. Est-ce que vous, à votre niveau, il y a une certaine satisfaction au niveau du rendement, au niveau des agriculteurs qui sont au sein de la CPF? Les choses quand même ont changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Parce que l'année passée, je vous donne un exemple, on a produit quoi? On a fait plus de 5 800 000 tonnes. Avec le peu d'accompagnement que le pouvoir politique nous a accompagné, le pouvoir technique nous a donné. Mais le fait qu'il y a eu
des appuis. Les ONG telles que la SNV viennent en appui aux actions de développement que le gouvernement fait. Parce que le gouvernement ne met même pas tout fait. C'est des mendiants à un certain moment. D'accord. Allez, ça, ce sont vos mots que je ne vais même pas emprunter. Justement, Madame Sandwidi, vous qui êtes de la direction aussi, comment se fait parfois l'accompagnement? Parce que, on l'a dit, hein, ils font un travail sur le terrain, mais parfois aussi ils ont besoin d'accompagnement au niveau de votre direction. Comment vous accompagnez des structures comme SNV? Merci. À notre niveau, nous travaillons en étroite collaboration avec la SNV dans plusieurs domaines. D'accord. Voilà, notamment dans les actions d'hydraulique pastorale et la construction des parcs de vaccination. D'accord. Et il y a également il y a beaucoup d'activités. Il y a les parcs de vaccination, et également la mise en place, la facilitation de la mobilité à travers la construction des pistes à bétail, ainsi que des couloirs d'accès, voilà, pour faciliter l'accès des animaux aux ressources pastorales. Voilà. Il y a également l'accès à la communication à travers la plateforme Garbal que la SNV nous permet, en tout cas avec les producteurs, d'avoir des informations. Il suffit de composer le 777 et tu as les informations sur les prix des animaux, les choses. Tu peux avoir des informations sur les prix des animaux, sur les prix des céréales, des informations météo, sur également les pistes à bétail. Par exemple, si un éleveur veut se déplacer, il peut appeler pour demander vers où je peux aller pour trouver du bon pâturage. Donc c'est des informations qui sont mises à disposition grâce à la collaboration avec SNV. D'accord. On est en train d'aller vers la fin de l'émission. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas tout aborder. Malheureusement, il y a contraint de temps qu'il faut prendre en compte. Mais peut-être ce que je voudrais faire, on parle là de résilience. Monsieur Bassière, vous voudrez prendre la parole. Juste en une minute, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ok, je voulais compléter. On va se présenter d'abord. Alors, je suis Bassier Samuel. Communicateur à SNV. D'accord. Alors, je voulais réagir un peu sur ce que M. Gansonré a dit. D'accord. Et sur la résilience des producteurs, des agro-pasteurs. Effectivement, comme Mme Sanwidi l'a dit tout à l'heure, nous mettons en œuvre un certain nombre de projets avec la DGAP. Et parmi ces projets, nous avons le projet MODEM, dont elle parlait tout à l'heure. Et je disais que je vais réagir par rapport à ce qu'il a dit, parce que la résilience, comme il a défini, c'est de permettre aux gens de faire face aux chocs. Et nous, à SNV, nous avons pensé, par exemple, aujourd'hui, nous avons des téléphones portables et tout le monde en dispose presque. Comment on peut utiliser ces téléphones-là pour pouvoir améliorer notre résilience? C'est ce qui a amené le projet MODEM à travers la plateforme Garbal, qui permet d'avoir des informations grâce au téléphone et grâce à l'imagerie satellitaire. Donc des informations, comme elle a dit, sur les couloirs de transhumance, sur la pluviométrie, sur les prix des animaux et sur les infrastructures agro-pastorales. D'accord. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Bassière. Malheureusement, on ne pourra pas aller au-delà de cela parce qu'il y a le temps qui est là, mais je m'en voudrais de ne pas vous permettre de dire un mot de fin très rapidement et très succinctement. Je vais vous donner 30 secondes à chacun. On va commencer par vous, honorable. Ok, merci bien. Bon, ce que je voudrais dire, moi j'ai eu la chance d'être un agent de développement et ensuite collectivité territoriale aujourd'hui à l'Assemblée nationale. D'accord.
j'avoue qu'au Burkina, on a beaucoup de textes, mais beaucoup de textes aussi n'ont pas de décret d'application. Et il y a des textes aussi qu'il faut revoir. Aujourd'hui, il y a souvent des dualités entre les textes qui sont en vigueur, code forestier, la loi sur le pastorat, etc. Je pense qu'il faudra travailler à impliquer davantage, comme on a dit ici, les uns et les autres dans l'élaboration de nos textes de loi. D'accord. Voilà, et je pense que c'est ça qui va aussi... C'est noté, honorable. Monsieur Gansouré, avec vous, le mot de fin, c'est lequel? Nous, notre souhait aujourd'hui, c'est que, en fait, on ait aujourd'hui des programmes flexibles dans la durabilité pour que les producteurs et l'ensemble de la population puissent renforcer leur résilience. Parce que travailler de façon désordonnée et faire du saupoudrage dans les interventions ne va pas nous amener très loin. Ça ne fait que nous faire plonger davantage dans un monde. C'est devenu une planète, c'est devenu un village. D'accord. Alors donc, par conséquent, nous souhaitons qu'il y ait de la flexibilité dans les interventions sur des longs programmes qui puissent permettre de prendre en compte tous les contours du développement durable. Madame Sandwidi. Ok, moi je dirais merci à la télévision Tri TV ainsi qu'à la SNV pour nous avoir permis de nous exprimer ici sur ce plateau et pour pouvoir donner plus de visibilité sur ce partenariat entre la SNV et notre structure. Et je voudrais souhaiter vraiment que le resserrement des liens de ce partenariat-là, afin que nous puissions vraiment œuvrer pour le bonheur de nos producteurs. D'accord. Monsieur le directeur adjoint pays, vous allez parler au nom de SNV Burkina pour le mot de fin. Ok. Je voudrais vraiment remercier Tri TV pour cette opportunité que vous nous offrez et pour cette émission Focus ONG, qui est vraiment une émission qui est la bienvenue. Et je voulais aussi remercier tous nos partenaires, en tout cas, qui sont sur ce plateau et tous ceux aussi qui ne sont pas sur ce plateau, qui nous accompagnent. Et je voudrais dire simplement que l'œuvre de développement nécessite effectivement, certains l'ont dit, vraiment une action collective, bien coordonnée ensemble, pour pouvoir vraiment affronter les différents défis. Et au niveau donc de la SNV, nous sommes vraiment dans cette lancée avec tous nos partenaires pour une bonne coordination et pour vraiment travailler en synergie avec les populations locales, les organisations locales, pour justement apporter donc ce changement. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On a parlé aujourd'hui résilience et changement systémique pour un développement durable et était avec nous sur ce plateau monsieur Stéphane Twina, directeur pays adjoint de SNV Burkina Faso. Était avec nous également madame Sandwidi Youkbaré Marie Chantal de la direction générale des espaces et aménagements pastoraux, attendez DGEAP, relevant donc du ministère des ressources animales et halieutiques. L'honorable Ousmane Bouli était de nôtre, il est député à l'Assemblée nationale, président de la commission environnement et développement durable, ancien maire également de Diabo, zone d'intervention des SNV Burkina, et monsieur Mac Gansouré, administrateur à la Confédération paysanne du Faso, partenaire stratégique de SNV, et puis également ont intervenu sur ce plateau madame Aminata Bara, vous êtes la responsable secteur eau et hygiène et assainissement. On s'arrête là pour ce débat, on y va, on pourra revenir pour poursuivre le débat dans un autre numéro, mais pour ce soir, on s'arrête là et le développement ne se fera pas seul, personne ne doit être laissé à côté et tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à la prochaine.